Chers téléspectateurs, bienvenue à suivre ce journal hebdomadaire sur Free Media TV à la une cette semaine en République démocratique du Congo. Le bureau définitif de l'Assemblée nationale a été élu et installé le mercredi 22 mai 2024. La passation du pouvoir entre les bureaux d'âge et le nouveau bureau est intervenue le vendredi 24 mai 2024 au Palais de la Nation. Vital Kamerhe, le nouveau président du bureau, le nouveau président élu, s'est fait accompagner de 3 femmes et 3 autres hommes. L'élection de 3 femmes au bureau définitif de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo le 22 mai dernier a été saluée par de nombreuses voix comme une avancée significative dans la représentation des femmes dans les instances de prise de décision. Une mise en œuvre effective de la résolution 1325. Qu'est-ce que le peuple doit attendre de ces femmes élues? Est-ce qu'il y a espoir que la première dame, la première ministre puisse nommer des femmes au sein de son gouvernement? Ces questions seront débattues avec notre invitée du journal de la semaine, Madame Jolie Kamuntu, qui est activiste des droits des femmes et présidente du conseil d'administration de l'association Caribou Jeunesse Nouvelle. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ces titres. Place à présent aux détails. Le paysage politique congolais semble prendre de plus en plus un nouveau tournant en faveur de la parité homme-femme. Après la nomination historique de la première dame, première ministre en avril dernier, le bureau définitif de l'Assemblée nationale a été constitué de 42,9%, soit 3 femmes sur 7 membres qui composent ce bureau. Elles ont été élues le 22 mai 2024. Parmi les femmes élues, nous avons Madame Dominique Munongo, élue comme rapporteure adjointe, Madame Chimène Polipoli, élue en tant que questeur, et Madame Grace Neema, élue en tant que questeur adjointe. Cette percée significative s'inscrit dans la ligne droite de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui prône une participation accrue des femmes au processus de prise de décision les concernant, tant au niveau national qu'au niveau international. L'accent est également sur l'implication des femmes dans la résolution des conflits. Des morts et des blessés dans une fusillade dans le groupement d'Irambi-Katana dans le territoire de Kabare suite aux altercations entre civils et militaires. Selon une source sur la radio Okapi, tout a commencé la nuit de ce mercredi 22 mai 2024 où un militaire a assassiné le père d'une fille qu'il courtisait. Le jeudi 23 mai, la population en colère a fait une marche en se promenant avec le corps de la victime dans le riz. Des tirs, des sommations ont retenti, faisant des morts parmi les manifestants. Le leader de Kabare, Serge Bahati, indigné par ces actes de barbarie, appelle la population au calme et à la justice de sanctionner les militaires. On l'écoute. C'est avec consternation que nous avons appris tôt ce matin les incidents malheureux qui ont eu lieu dans la nuit allant du 22 au 23 mai 2024 à Irambi-Katana dans le territoire de Kabare. Nous condamnons avec la dernière énergie les agissements de quelques militaires indisciplinés qui se sont livrés à des actes de tuerie, surtout dans ces moments où l'ensemble du peuple congolais est derrière nos braves militaires pour mettre fin à l'insécurité qui prévaut à l'est de notre pays. Nous invitons de ce fait la population au calme et l'encourageons à ne pas se livrer à la justice populaire. Nous adressons nos sincères condoléances à toute la population de Kabare, particulièrement à celle du groupement d'Irambi-Katana. Nous exhortons les autorités tant nationales que locales à redoubler d'efforts pour améliorer le climat sécuritaire dans ce milieu. Le bilan provisoire nous communiqué par les médecins est de 2 morts et de 5 blessés graves. Nous demandons à la justice militaire de se saisir de ce cas d'égarement pour que les coupables soient punis conformément à la loi. Watoto wa Katana tunasema pole, ila mujue amuko pekee tuko pamoja. Nyamuzinda Arulange.
La synergie des organisations de la société civile, CBFC, Trafed et Jeunes Méthodistes et partenaires des WWF dans le programme SIDA Diriger les changements a organisé du lundi 20 mai au mardi 21 mai à l'hôtel Monkauzi dans la commune d'Ibanda un atelier de renforcement des capacités de ses membres techniques, de planification et de gestion organisationnelle et des ressources naturelles fondées sur les droits humains. Des détails avec Kosna Mouigwa. Cet atelier s'inscrit dans les cadres du changement SIDA du projet Diriger les changements, vise à renforcer les capacités techniques et organisationnelles des organisations membres de la synergie afin de leur permettre de mieux contribuer à la gestion durable des ressources naturelles et à la protection du droit des communautés locales. Selon M. Jean-Pierre Ibouchouali-Panda, qui a parlé au nom de la synergie, cet atelier poursuit un double objectif. L'objectif de cet atelier, c'est d'abord de réunir tous les acteurs ou les organisations de la société civile, partenaires du WWF. Cette activité a été réalisée pour renforcer les capacités techniques, organisationnelles de membres ou de partenaires du WWF dans ce programme-là, Diriger les changements. Il faudrait maintenant qu'on puisse converger dans un même sens ou bien dans une même direction sur base d'un document élaboré. L'atelier permettra aux participants d'élaborer un plan de renforcement des capacités qui intégrera les actions de chaque organisation. Ces plans, qui sera ensuite présenté par World Wildlife Fund pour chercher les financements, permettra de concrétiser les activités prévues dans le cadre du projet SIDA Diriger les changements. Le mouvement ATD Carmonde vient d'organiser au centre Saint-Égidio en commune de Kadoutou à Bukavu ce samedi 25 mai 2024 une conférence sur l'importance fondamentale de la famille et ses valeurs dans la société, dans la protection de l'environnement. Reportage signé Mitterrand Okozo. Au cours de cette conférence, les participants ont démontré que les familles constituent le socle de toutes les initiatives de développement. Ils sont les gardiens des valeurs ancestrales, des savoirs traditionnels et des pratiques culturelles qui nourrissent et enrichissent nos sociétés. De plus, les familles jouent un rôle crucial dans l'éducation des enfants, la transmission des valeurs morales et la construction d'une identité positive. Pour Daniel Alingalia, chef de la commission environnement ATD Carmonde, a démontré que les familles, en particulier celles vivant dans des situations de pauvreté et de précarité, sont souvent des premières victimes des aléas climatiques. Aujourd'hui, nous avons pensé que c'est important vraiment de travailler avec les familles, de reconnaître premièrement les efforts que les familles fournissent dans la protection de l'environnement. Deuxièmement, aussi de reconnaître toutes ces difficultés qu'ils retrouvent dans des situations, des aléas climatiques, entre autres les éboulements, les inondations, comme à Ouvira, Calais, même ici à Bukavu. Et aussi d'interpeller aussi la communauté des efforts que les familles fournissent et cette communication que la famille doit intervenir dans l'éducation environnementale. En cette journée internationale de la famille, ATD Carmonde de la RDC invite les acteurs de la société civile, des institutions publiques et du secteur privé à se joindre à la réflexion et à l'action pour célébrer les rôles cruciaux de la famille et construire ensemble un monde meilleur pour tous. Et pour finir, l'élection des 3 femmes au bureau définitif de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo le 22 mai dernier a été saluée par de nombreuses voix comme une avancée significative dans la représentation des femmes dans les instances de prise de décision. Jolie Kamuntu Ntabunge, activiste des droits des femmes et présidente du conseil d'administration de Caribou Jeunesse Nouvelle, sera notre invitée de la semaine. Je suis contente. Je suis contente parce que 3 sur 7, c'est quand même un score à ne pas négliger.
Et moi, je crois que nos gouvernants devaient continuer sur la même lancée, tenir compte de la présence, des capacités du leadership des femmes dans tout ce qu'ils vont faire. C'est pas seulement au niveau du perchoir de l'Assemblée nationale, que ça soit aussi au niveau des assemblées provinciales, que ça soit au sein des institutions, des entreprises publiques. Je crois qu'en tenant compte de la capacité, des compétences des femmes, on peut quand même améliorer quelque chose dans ce pays. Ne vous en faites pas. Chez les femmes, il y en a qui se défendent, mais il y en a qui ont des capacités. Il y en a qui n'en ont pas aussi, comme chez les hommes. Et je crois qu'on devait construire sur des bases solides, sur des forces, au lieu de chaque fois revenir sur des faiblesses de celui-ci ou de celui-là. Je crois que nous avons des forces chez les deux sexes et nous devons les mettre ensemble pour construire notre pays. Donc pour moi, c'est un sentiment de joie. Je suis très contente, mais que ça ne reste pas, que ça ne se limite pas au niveau de l'Assemblée nationale seulement. Moi, je crois que ce qu'on attendrait des dames, on entendrait aussi ça des hommes. Il n'y a pas une spécificité pour les dames pour dire qu'est-ce qu'on attendrait des dames. Ils doivent abattre un travail de qualité comme leurs collègues hommes qui sont avec elles dans le perchoir de l'Assemblée nationale. Ce qu'on attend des hommes, c'est ce qu'on attend de ces femmes aussi. Un travail de qualité. Une assemblée nationale qui vaut la peine d'être appelée ainsi. On en a vu, qui ont fait la honte des assemblées nationales du monde. Nous, on veut une assemblée nationale qui tienne compte des besoins de la population, qui élabore des lois justes et équitables pour les populations. Une assemblée qui fasse pression sur le gouvernement pour qu'ils prennent des mesures adéquates pour le bien-être de la population. On ne veut pas une assemblée nationale où les gens vont là-bas pour somnoler, ou d'autres vont là-bas pour chercher de l'argent, d'autres vont là-bas pour applaudir tout simplement. Et donc, nous voulons une assemblée dans son entièreté, une assemblée qui est capable de changer la législation du pays pour le meilleur de la population. Là, il y a encore à boire et à manger par rapport à la mise en œuvre de la résolution 2013-25 plutôt. Ça fera 24 ans aujourd'hui. D'ici octobre, on célèbre 24 ans depuis l'adoption de la résolution 1325. Mais en RDC, on ne sent pas des avancées. On est déjà au deuxième plan d'action nationale et chaque fois, on évalue, il y a toujours des failles. On essaie de le relever, mais il y a toujours des blocages. Et ces blocages sont surtout visibles au niveau des gouvernants. Leur part de responsabilité, jamais ils ne la prennent en charge, jamais ils ne la concrétisent pas. Et moi, je crois qu'on espère qu'avec un gouvernement dirigé par une femme, on espère que les choses vont changer. Les 4 piliers de la 1325 ne sont pas encore une réalité au Congo. La participation, la protection, le relèvement, le redressement, c'est pas encore une réalité chez nous. Et nous pensons qu'avec l'avènement de cette femme comme première ministre, avec l'avènement des femmes à la tête de l'Assemblée nationale et dans d'autres entreprises et d'autres institutions du pays, nous croyons que les choses peuvent changer et que finalement, on parle d'une résolution 1325 mise en œuvre effective où les gens se sentent protégés, où les femmes se sentent considérées, où le niveau économique, le pouvoir économique de la femme est relevé et ce sont pas les moyens qui manquent au Congo. Et moi, j'ai toujours dit que le premier blocage à la mise en œuvre de la résolution 1325, ce ne sont pas les moyens, c'est une volonté politique qui manque tout simplement. Parce que tout est là. Tout est là. Et curieusement, notre pays a ratifié, notre pays est parti signer. Comme d'autres textes, on se demande pourquoi on continue à signer des textes qu'on ne va pas mettre en œuvre. Et on espère que cette fois-ci, les choses vont changer avec ces têtes d'affiche des femmes. Nous pensons également aussi que les femmes ne devaient pas croiser les bras. Il y a encore un travail de titan à faire. Il y a encore des pressions à faire. Il y a des pressions à faire parce que seule la première ministre ne peut pas abattre ce travail de l'effectivité de la 1325. Il faut qu'on l'accompagne par des actions citoyennes. Il faut qu'on l'accompagne par des pressions sur le gouvernement qui détient de moyens, qui doivent aider à la mise en œuvre et l'effectivité de ces 4 piliers de la résolution 1325. Et moi, je crois que le travail vient de commencer. On l'espère, mais on sait comment ça se passe chez nous. Ça ne dépend pas d'elle. Les nominations ne dépendent pas totalement d'elle. Il y a les partis politiques qui doivent proposer. Et je crois que les femmes, nous avons encore un travail à faire au niveau des autorités morales des partis politiques, comme ils s'appellent eux-mêmes. Ils doivent, dans leurs propositions, tenir compte des capacités, des compétences des femmes. On le sait, il n'y a personne qui viendra nous tromper qu'au sein de partis politiques, il n'y a pas de femmes. Il y en a, on les voit, on les connaît dans toutes leurs compétences. Et donc, dans leurs propositions à la première ministre, il faut qu'ils tiennent compte de la représentativité équitable des hommes et des femmes.
Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.